Bonjour à tous et merci d'être encore avec nous pour cette émission « Quand le passé se fait présent ». Aujourd'hui, nous recevons le docteur Fernand Lemire. C'est un trifluvien qui a passé sa jeunesse et une partie de sa pratique médicale à Trois-Rivières. Le docteur Lemire a été médecin, ensuite chirurgien. Il a beaucoup voyagé, il a travaillé dans des domaines différents. On le retrouve à un moment donné au pavillon bourgeois à Trois-Rivières. On le retrouve aussi dans un centre pour alcooliques à Valcartier. On le retrouve un peu partout aussi où il y a des services à donner. Parce que le docteur Lemire, à côté de sa profession, est un homme extrêmement intéressé par ce qui se passe dans sa région. Et son intérêt se traduit par une implication dans tous les services où il se rend compte qu'il peut donner beaucoup. Alors, docteur Lemire, je vous remercie d'avoir été avec nous. Là, je vous présente comme un médecin, je vous présente comme un grand bénévole. La médecine, c'est fini. Le mot est grand. Le mot est grand. Oui, il est fort Mais, aussi. Non, je pense que vous êtes un homme à l'écoute des besoins de votre région. Hein? Bon, on essaie. Vous essayez. Oui. On va commencer quand le passé se fait présent. Là, vous me dites que c'est un nom prophétique pour une émission. C'est un mode prophétique, hein, parler du passé Oui. au présent pour un peu annoncer l'avenir. Tu sais. Bon. C'est un mode prophétique. Oui, finalement, on peut l'interpréter un peu. C'est un peu des relents qui me restent de mes études en théologie. Ah bon, ah oui, parce que vous avez des études en théologie actuellement. Oui, qui m'intéressent Donc, beaucoup. Le passé, pour vous, c'est bien fini. Là, vous vivez dans le présent. Il faut actualiser tout ce qu'on vit. Hein. Mais j'aimerais ça, docteur Lemire, beaucoup vont vous reconnaître. J'aimerais ça parler un peu de vos racines, là, savoir un peu d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous avez vécu en tant qu'homme, là, à travers tout. Je suis d'origine française, comme beaucoup des nôtres. Mon grand-père, pour ne pas aller plus loin, là, était de la région de Baie-du-Fèvre, Nicolette. Et puis, il a, dans son jeune temps, vu que c'était des grosses familles à ce moment-là, il est allé travailler dans l'Ouest, il est travaillé aux États-Unis. Mon père a fait un peu la même chose, mais beaucoup plus d'une façon restreinte, parce qu'il a été intéressé surtout dans le travail des moulins de papier. Travailler dans les moulins de papier. Oui, là, c'est bien trifluvien. Oui, ça devient trifluvien. Votre père, est-ce qu'il est né aux États-Unis, lui? Non, il est né je ne sais pas exactement, là, Saint-Zéphirin de Courval, je crois. En tout cas, ici, dans notre Québec. Tout près de Nicolette. Mais votre grand-père, là, c'est sûr, il a fait, comme beaucoup de personnes en ce temps-là, émigrer pour trouver... Oui, ça, c'est mon grand-père paternel. Et j'ai eu aussi un grand-père maternel qui, cette famille-là, a immigré aux États-Unis, à Lewiston, Maine, dans le Maine. Et il était barbier, mais barbier photographe. Alors, comment est-ce que les deux se concilient, là? Alors, comme photographe, je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de travail à faire. C'était des immigrés aux États-Unis. Et puis, on gagnait sa vie dans les manufactures de coton ou autres. Et comme il avait un tempérament d'artiste, il a tenu à continuer son travail de photographe. Mais on travaillait à ce moment-là, et plusieurs s'en souviennent, sur des plaques de zinc. Le papier, comme on le connaît aujourd'hui, a été... C'était des photos à l'épreuve du temps, ça? À l'épreuve du temps, oui, sur des plaques de zinc. On avait un petit peu quelques échantillons chez nous qu'on avait gardés. Et il était aussi barbier parce que, justement, pour gagner sa vie, il fallait qu'il fasse autre chose que photographe. Alors, c'était deux métiers... un peu aux antipodes. Je ne sais pas si barbier à ce moment-là, parce qu'on dit que les chirurgiens étaient aussi barbiers dans les temps anciens. On faisait les saignées et tout ça. Bon, mais ça, c'est l'histoire ancienne. Je n'ai pas connu ça. Bien, peut-être que dans les pratiques primitives... On se demande comment il se fait que j'aurais eu le goût de faire un chirurgien. Je me demande si ça ne vient pas de ça. En tout cas, vous l'avez... tiré un peu par les cheveux. Oui, un petit peu. Mais de toute façon, pour en revenir à votre grand-père, on ne l'a d'ailleurs pas quitté,
Il s'en va aux États-Unis, là. Il est marié quand il s'en va. Il s'en va avec des enfants déjà. Il y a de belles chasses. Eux, cette famille-là, et puis ils ont immigré là. Et toute ma parenté, du côté de ma mère, sont demeurés aux États-Unis. Et mon père, qui demeurait au Canada, l'avait connu jeune par de la parenté, des jeunes qui voyageaient. Et c'est comme ça qu'il est allé trouver ma mère pour la marier, la ramener au Canada. Ah oui, du Alors, Québec. La famille chez nous, oui. nous sommes nés tous au Canada. Alors, ce n'était pas vraiment là, une Américaine de pure souche, là? Non. Non, ils avaient des choses en commun, pas mal. Ils sont allés là pour gagner leur vie, en fait. Oui. Alors, vos parents, ils s'établissent ici à Trois-Rivières, hein? Non, ils ont été à différentes places, entre autres dans la région de Sherbrooke, après ça dans la région de Drummondville. Ils sont allés à Montréal, selon les cours du temps, parce que c'était dans le temps de la guerre 1914. C'était assez vieux, là. Oui, c'est assez reculé, alors, oui, effectivement. Il a travaillé pour différentes industries, Dominion Bridge et puis d'autres compagnies comme ça. Et puis, quand Trois-Rivières s'est développé comme capitale du papier, on construisait la St. Lawrence, l'International, bien, il travaillait sur ses plans. Et puis, il a décidé de s'implanter ici. La famille était déjà commencée ailleurs, mais moi, je suis né à Trois-Rivières. La famille était déjà... Le dernier, la famille est née à Trois-Rivières. Les autres sont tous nés un peu partout. Mais vous êtes trifluvien d'origine, là, je ne me suis pas trompée, hein, non, je suis trifluvien d'origine, oui. Et vous étiez combien chez vous? On était 5 garçons, une fille. Ah, la fille commence à réagir dans ce monde masculin. Bien, la fille était la plus vieille de la famille, mais mon père disait tout le temps, votre sœur, c'est pas votre servante. Bien, c'est Alors, bien. on était obligés de laver la vaisselle, d'essuyer la vaisselle à chacun notre tour. C'est merveilleux. Il était d'avant-garde. On a bien apprécié ça, parce qu'aujourd'hui, laver et essuyer la vaisselle, c'est pas un problème. Est-ce que tous vos frères et sœurs sont toujours en vie? Non, il y en a deux de mes frères qui sont décédés. Alors là, vous venez au monde à Trois-Rivières. Je fais mes petites études à l'école de la paroisse, et puis je vais au séminaire Saint-Joseph. Ah, c'était le chemin, ça, je pense, C'était le chemin, classique. oui. Il y en a de mes frères qui sont allés à l'Académie de la Salle. Moi, je suis allé au séminaire. Je ne sais pas si mes parents avaient des petites idées à savoir si j'irais peut-être des fois du côté de la prêtrise ou pas. Mais de toute façon, ils prenaient le risque. Oui. Il faut prendre des risques dans la vie. Apparemment, ils l'ont pris, eux autres, avec moi. C'était pas évident, ça. Hein, Non, c'était pas évident. Puis on avait des amis dans la famille. On avait des parents aussi, des cousins de mon père qui étaient médecins. Ça m'a impressionné un peu, ça. Je pense que c'est ça qui m'a décidé d'aller en médecine. Mais vous dites, ça m'a impressionné, docteur Lemire. Comment ça se vit, là, cette impression-là? Ben, je trouvais que c'était des gens qui remplissaient bien leur vie, pas nécessairement au point de vue pécunier, là, mais des gens qui rendaient service et puis que leur vie était bien remplie, était bien considérée. Des gens qui travaillaient beaucoup. Je craignais pas de travailler beaucoup. Ils étaient proches des gens. C'était un peu comme dans les maisons, c'était un peu comme souvent des confesseurs, pratiquement. Oui. Ils touchaient à l'intimité des êtres. Ils étaient proches des gens. Beaucoup plus que travailler dans une manufacture ou travailler manuellement. Je trouve que c'était enviable d'avoir une situation comme ça. Et puis ça m'impressionnait. Vous n'avez pas vraiment changé, hein? Être proche des gens, je pense que c'est toujours en vous aujourd'hui. C'est peut-être un besoin que je ressens tout le temps et que j'ai besoin de sentir aussi. Parce que c'est peut-être pas nécessairement par insécurité, mais par besoin de remplir notre vie. D'avoir cette condition, une qualité de vie qui est importante. Puis je pense que l'être humain en lui-même, c'est un être de relation, sinon... C'est sûrement un être de relation. Vivre dans la solitude, par définition, là. Parce que un être de relation, hein, on dépend de nos parents pour venir au monde. Oui. On dépend de tout le monde pour vivre aussi, que ce soit vestimentaire, alimentaire, ou santé ou autre. On est toujours en relation avec quelqu'un. Puis la plus belle relation, ben, c'est quand on se marie avec quelqu'un. On consent une relation, même si elle est physique, mais elle est aussi plus que physique.
elle est, je dirais, spirituelle. Ben, Parce je pense que ça se complète. Un homme et une femme, elles se complètent, non pas physique, juste d'une façon physique, mais d'une façon intellectuelle, spirituelle, puis tout ça. Et on est tellement à l'opposé que on est fait pour faire un tout harmonieux, je pense. Hein? Et on se reconnaît quand on voit l'autre aussi. Hein. Ça, c'est bien important d'avoir cette notion-là. On se reconnaît quand on regarde l'autre. Et que vous devez être heureux en ménage, là, je vous écoute parler comme ça. Moi, je le suis. J'espère que mon épouse peut en dire autant. Écoutez, ça fait quand même un bon nombre d'années, là. Oui, oui, ça fait... On a fêté il y a un an et quelques, là, 40 ans de vie en communauté. Oui, et puis votre épouse aussi, c'est une communauté, dame... en échange. Nous avons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, et puis nous sommes fiers, puis on garde avec eux une relation très suivie. Alors, le docteur Lemire choisit la vocation de... Ben, le docteur Lemire, Fernand Lemire choisit la vocation de médecin à cette époque-là. Oui. Là, vous décidez médecine générale, c'était pas sûr dans votre Non, esprit? c'était pratiquement sûr quand j'ai commencé mon cours que je voulais aller en chirurgie. Parce que les exemples que j'avais avant moi, là, m'orientaient vers ça. Je voulais faire un chirurgien. J'avais des exemples, comme je dis, oui, en fait, d'exemple... J'étais prêt à faire les efforts pour le faire. Oui, j'imagine que c'était de grandes études... Bon, on le prenait année par année. Je pense qu'on n'envisageait pas là, de dire que c'est 10 ans, 11 ans d'études. On fait notre cours, puis on fait notre cours de médecine, puis après ça, on fait notre cours de chirurgie, qui est un peu la même longueur. Là. Ça fait 10 ans ou 11 ans, selon les spécialités qu'on prend. Mais là, les étapes de vos études, là, vous commencez à l'université? Oui, oui. Puis ça dure combien d'années? À l'Université Laval, oui, on savait à l'avance, c'était 5 ans. Et puis, à la fin de ça, bien, on fait le choix. On fait le choix de prendre une spécialité ou d'aller en médecine générale. Moi, mon choix était fait depuis un certain temps. Alors, je voulais retourner, poursuivre mes études en chirurgie. Mais là, pour être un bon chirurgien, là, ça prend des aptitudes très spéciales. Oui, ça prend des attitudes, d'abord, je pense, d'habileté manuelle. Manuelle, sûrement, oui. Habileté manuelle, mon père nous avait donné peut-être un peu ce sens-là, parce qu'il nous faisait travailler l'été. Il y avait possibilité d'avoir quelques maisons qui avaient acheté des maisons usagées, pas usagées, mais des maisons... non neuves, là. Il fallait des réparations, tout ça. Alors, l'été, on travaillait après ça. Alors, on a appris différents métiers après ça, mais de toute façon, j'avais ça. Cette qualité-là, je pense bien. Donc, ça, c'est une qualité. L'habileté manuelle, c'est peut-être une des premières. Ben, c'est une qualité. On ne la mérite pas, on l'a. On l'a pas. Hein. C'est comme tout le monde. Donc, là, pas de problème pour ça. C'est quoi la suite? La patience, le travail, ne pas regarder le temps que ça nous prend pour faire ce service-là, rendre ce service-là. Il faut aimer ça d'abord, de savoir qu'on fait quelque chose qui va rendre service à quelqu'un. Hein? C'est ça qui est important. Et c'est bien sûr qu'en médecine ou en chirurgie, on gagne bien sa vie. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai pris ça. J'ai choisi cette profession-là. C'est surtout par amour que je le faisais. Hein? Parce que j'aimais faire ça. J'aurais pu continuer dans un autre travail. L'été, certains étés, j'ai travaillé dans l'immaculture où c'était plus payant que de faire la profession que j'ai faite. Avec moins de responsabilités. Mais il manquait ce contact humain. Là, oui, c'est tout à fait différent. Travailler sur le papier, c'est pas la même chose que travailler sur le corps humain. Non, disons que les résultats sont moins... de voir des gens qui se confient à nous, dans des conditions de vie ou de mort, souvent, parce qu'on a fait beaucoup d'urgences, surtout dans les premiers temps, ça nous donne une certaine fierté. Ça nous donne, disons, une possibilité de dire, ben oui, j'ai fait quelque chose d'intéressant.
Et c'est justifié, cette fierté, là. Mais là, vous dites, des gens qui nous confient, qui se confient à nous, c'est à la vie, à la mort, là. Des cas d'urgence, ça doit exister dans cette profession. Oui. Surtout les premières années, on n'avait pas d'urgentologue comme on a aujourd'hui. Alors, les gens de l'hôpital ont été obligés à tour de rôle de faire de la garde. Et puis, le chirurgien général est toujours sur les premières lignes. Et, parce que ça consiste à soigner quelqu'un pour des blessures, de réparation ou quoi que ce soit. Alors là, ça prend un jugement rapide dans aussi. Dans des cas d'accident. C'est bien sûr que ce n'est pas de notre domaine d'essayer de sauver quelqu'un qui aurait un trouble cardiaque ou chose, parce que là, ça considérait surtout la médecine générale, médecine interne. Mais le chirurgien, lui, quand il y avait des accidentés, alors, inconscients, tout ça, il fallait qu'il en prenne soin. Là, vous avez exercé cette profession pendant combien d'années? Pendant 27 ans. 27 ans, j'ai fait la chirurgie générale et vasculaire à Trois-Rivières. En 85, je suis parti. Là, j'avais eu une belle offre là, par des amis que je connaissais à cause du service que j'avais fait avec la milice canadienne. Ah oui, on va y revenir, là. Oui. Mais je voulais vous demander, 27 ans de chirurgie, là, êtes-vous capable de me dire à moi qui n'y connais strictement rien, dans des mots accessibles à moi, quelle différence, quelle évolution vous avez vue dans votre travail? Parce que 27 ans, avec tout ce qui s'est découvert, vous avez dû assister à pas mal de choses. Oui, mais en médecine comme en chirurgie, nous sommes habitués de continuer tout le temps une étude de façon continue. Alors, la transformation se fait progressivement, sans trop s'en rendre compte. Oui. Au début, nous sommes plus comme dans des spécialités très peu divisées encore, dans ce sens qu'il n'y a pas de spécialité dans toutes les branches de la spécialité. En ophtalmologie, il y en a quelques-uns, mais gynécologie obstétrique, dermatologie, toutes les spécialités qui peuvent exister, même chirurgicale, orthopédie, néphrologie ou autre. Nous sommes, au début, là, obligés de faire certains services dans lesquels on a eu une formation, mais une formation générale. Mais à mesure que les années ont passé, nous avons assisté à l'arrivée de nouveaux spécialistes dans des spécialités spécifiques. Oui, ça vous décharge. Oui, à certains organismes. Oui. Oui. Alors ça a été une évolution assez marquée. Dans quel autre sens je pourrais vous expliquer l'évolution là, en chirurgie? Peut-être dans les moyens techniques. Là, les moyens techniques se sont développés tranquillement. Oui. En radiologie, on s'est perfectionné en radiologie, en radiothérapie. La chimiothérapie s'est développée aussi pour le traitement du cancer. Les antibiotiques étaient déjà à l'honneur depuis la guerre, depuis 1940. Alors, on était habitué à ça. Mais beaucoup d'autres médicaments se sont mis sur le marché. Mais les médicaments, ce n'était pas le force du chirurgien. Ce sont surtout des techniques là, qui nous a amenés à se servir aussi de l'endoscopie plus facilement, tu sais, les arthroscopies ou autres. Les techniques se sont développées lentement. On ne peut pas catégoriser là, dans une année quelconque, parce que le développement se faisait dans les grands centres. Et puis dans nos centres, nous, régionales, ben, on en avait des échos, et puis tranquillement, on les a installés chez nous. Mais trouvez-vous que c'est plus facile aujourd'hui d'être chirurgien, un jeune débutant, que vous, là, jadis, avec votre technologie un peu moins... Non, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas, parce que ça dépend un peu de la formation. Parce que quand on prend notre formation en chirurgie, on est déjà dans un hôpital universitaire, où il y a à peu près toutes les instrumentations de pointe. Alors, on est à la pointe à ce moment-là quand on finit notre cours de chirurgie. Quand on arrive dans une région comme Trois-Rivières, on est au courant de ce qui se passe ailleurs. Oui. Le domaine de la médecine ou de la chirurgie est un domaine mondial et international. Et les moyens qu'on a de communication aujourd'hui, s'il se passe quelque chose de bien spécial ou une amélioration quelconque, le lendemain, on le sait par tous les médias, puis par les congrès dans lesquels on assiste, et puis les journées d'études auxquelles on assiste dans l'année. Parce que tous les ans, on a toujours une formation qui se continue.
Alors, avec un questionnaire et puis des examens à passer pour voir si on est encore dans l'actualité. C'est une protection. Oui, et pour vous alors, et pour les patients. C'est pour ça que le mouvement se fait progressivement sans qu'on s'en rende compte. Vous êtes dedans. Parce que dans une région comme Trois-Rivières, ici, vous avez de aussi bons soins avec l'instrumentation de pointe comme vous pouvez avoir dans n'importe quel hôpital universitaire. Ben, j'imagine les moyens sont les mêmes à peu près partout. Oui, c'est ça. Alors là, docteur Lemire, on vous retrouve à un moment donné dans les Forces armées canadiennes. Êtes-vous militaire, là? Ou bien, comment êtes-vous atterri là? Dans l'âme, là. Mais j'ai été amené à ça d'une façon assez cocasse. C'est que durant mon entraînement en chirurgie, j'ai fait mon entraînement à l'Hôtel-Dieu à Québec, en chirurgie, et puis... nécessairement, nos revenus étaient très minimes. Hein. On gagnait à ce moment-là 50 pièces par semaine. Oui, effectivement. Alors, c'était pas beaucoup. Hein. Alors, si on demeurait à l'extérieur de l'hôpital, il fallait payer un logement, il fallait se nourrir un peu aussi. Et il est arrivé cette opportunité que les forces canadiennes avaient besoin de médecins pour examiner les recrues. Alors, on faisait appel à des médecins résidents parce qu'on était médecins. Mais on n'avait pas le droit de pratiquer, mais on avait le droit d'examiner des gens. Alors, c'est de même que j'ai été amené à travailler dans un endroit où on fait l'enrôlement des soldats. Et puis, comme on avait un peu de temps libre, bien, on était toute une équipe là, en différentes spécialités. On en a profité pour faire notre cours d'officier, puis on a passé nos examens durant l'été, puis on s'est qualifié comme ça dans l'armée. Mais sans être dans l'armée active. Alors, quand je suis revenu à Trois-Rivières, ici, comme j'étais qualifié à ce moment-là, capitaine, on m'a demandé si je voulais remplir le poste de médecin pour le manège militaire, pour la milice. Oui, alors, puis vous l'avez... C'est comme ça que je suis été dans l'armée. Et puis vous avez pratiqué un certain temps là, dans ce domaine-là, dans ce milieu-là? Pour pratiquer pour la milice elle-même, mais non pas sur un champ de bataille ou non sur un camp d'entraînement. C'est bien ainsi que je l'entendais. Ah oui, c'est ça. On parle aussi dans vos activités de réhabilitation d'alcooliques. Alors là, c'est quand j'étais à Québec, ça, pour prendre charge un peu des services des cliniques externes, réorganiser les services des cliniques externes, l'enseignement donné, parce que les infirmiers dans l'armée sont un peu comme les gens, les premiers soignants auprès des blessés. Alors, il faut leur donner un entraînement qui est beaucoup plus évolué que celui que les infirmiers ont dans les hôpitaux civils. Alors, ils sont les premiers à donner les instrumentations, les injections, tout ça. La ressuscitation dans certains cas, surtout le traitement des blessures, et puis tout. Le transport des malades, parce qu'aujourd'hui, on a une armée moderne aussi. Il y a un transport par avion ou par hélicoptère. Et puis, ça prend des moyens différents. C'est une médecine aéronautique. Les plâtres ne s'appliquent pas de la même façon, et puis tout ça. Alors, il faut leur enseigner ça. Alors, j'étais en charge de l'enseignement de ça, et puis j'étais assistant directeur de l'hôpital de la base de Valcartier. Mais vous ne combinez pas ça avec le métier, avec la profession de chirurgien, là, à ce moment-là? Non, c'est pour ça que quand je suis parti à 85, à cause de la formation que j'avais en salle d'urgence, et puis avec quelques autres cours que j'avais eus en médecine de travail, alors, à ce moment-là, on m'a demandé de faire ce travail-là, par contrat avec eux autres, là, j'ai accepté. Et puis, j'ai été là pendant 4 ans et demi avec eux. Alors, c'est à ce moment-là, excusez, allez-y. à ce moment-là qu'on m'a demandé, il y avait une équipe traitante au point de vue thérapie de groupe là, pour les alcooliques dans l'armée. Entre parenthèses, dans l'armée, il n'y a pas plus d'alcooliques qu'il y peut y en avoir dans non, mais ils sont la vie là, civile. puis... C'est le même âge de gens, c'est la même provenance, ils viennent des mêmes milieux que les gens qui viennent du civil. Alors, comme il n'y avait pas de médecin, on m'a demandé si je n'irais pas leur donner un coup de main. J'ai accepté, je suis allé faire un entraînement au camp Borden, en Ontario.
sur les dernières données de traitement, là, des thérapies de groupe et autres. Là, vous voilà tout à fait dans un domaine différent. Hein? Oui. Mais on rejoint l'être humain, là. Oui, mais c'est ça. Réellement, en fait, c'est surtout ça. Oui. Je m'y plaisais beaucoup, mais je trouvais très intéressant, surtout le dévouement que les gens, les traitants, là, donnaient à leurs commettants, à leurs candidats. Oui, c'est une implication totale. L'implication qui, eux, je trouvais qu'ils prenaient ça à cœur énormément. Ça me sensibilisait beaucoup. Je dis, je peux peut-être aussi, moi, m'impliquer dans ça. Puis ça marchait. Faire équipe avec eux. Oui. Dans le domaine que moi, je peux interpréter en médecine, parce que j'ai quand même mon cours de médecine. Je n'ai pas justement qu'un cours de chirurgie. Mais non, la chirurgie, ça se suit, là. Alors, c'était plus facile pour moi, peut-être, du côté thérapie, en communication aussi avec le psychiatre, parce qu'on avait besoin d'un psychiatre dans ce cas-là. Mais faire des examens de ces gens-là, et puis les analyses qu'il leur faut, tout ça. Et puis c'est alors, après ce travail-là... certains médicaments, des fois, on peut leur aider à débloquer sur certaines choses, dans l'emploi de ces médicaments-là. Mais c'est très surprenant vous voir arriver à de l'accompagnement psychologique comme ça. Alors là, mais de toute façon, ça va être votre dernier emploi, parce qu'après ça, vous décidez, en 85, là, j'ai... L'entraînement psychologique, là, pour en parler à ça, le chirurgien est souvent... dans une situation où il doit se servir de sa psychologie, surtout dans les gens qui sont gravement malades, quand on traite des cancéreux, et des gens chez qui on ne peut plus leur donner espoir. Il faut savoir comment les approcher, il faut savoir comment les avertir, leur parler, leur faire comprendre. Je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre toutes les ressources qu'on a dans nos connaissances psychologiques. Oui, effectivement. Mais c'est surtout de faire sortir le côté humain de l'approche de ces gens-là. Et en 85, là, vous décidez d'arrêter. Si vous permettez, on va faire un petit bond en arrière, parce que là, vous avez rencontré à Québec, à l'Université Laval, une demoiselle qui vous a intéressé beaucoup, dont on parlait en début d'émission, d'ailleurs. Oui. Oui, bien ça a été... quand j'ai fait mon cours de médecine, et puis dans mon cours de médecine, on travaillait beaucoup aux études, en études médicales. Vous savez que les premières années, pour arriver, là, il fallait se permettre une soirée par semaine où on pouvait sortir. Soit aller au théâtre, au cinéma. Et si on prenait le samedi, le dimanche, il fallait travailler. Il fallait étudier. La discipline? Oui. Il fallait avoir une certaine discipline pour arriver, parce que quand même, les études sont très exigeantes. Et puis, on sait qu'il y a une certaine limite là, au point du nombre, puis on veut être dans ce nombre-là. Alors, il faut donner tout ce qu'on peut à ce point de vue-là. Il faut prendre nos moyens. Et de fil en aiguille, avec des amis, on a eu des petites sorties, des danses organisées. Des gens, on se demande à l'autre, connaîtrais-tu une fille? On fait ce qu'on appelait dans ce temps-là un peu un blind date. Là. Si on a des bonnes références, et ça va. Alors, des filles qui viennent d'un bon couvent ou non. C'était un risque calculé, si je comprends bien. Oui, bien, pour un soir, si ça ne va pas, bien, coudonc, ça tombe là. Et ça nous intéresse beaucoup, on s'aperçoit, bien, coudonc, qu'on aurait des compatibilités, là, de pensée. Et vous avez trouvé la femme compatible, qui s'appelle Ghislaine Deschênes. Ghislaine Deschênes. Et puis qui était secrétaire, m'avez-vous dit, à l'Université Laval. Oui, à la faculté de folklore, faculté de médecine, de littérature, et puis qui donnait des cours l'été à des Américains. En littérature, oui, c'est ça. Et on a commencé comme tout le monde à se fréquenter, puis on a fait un peu de sport ensemble, on a fait du ski un peu ensemble, mais quand c'était possible. Et puis, de fil en aiguille, je pense qu'on s'est apprécié. Ce qui devait arriver, arriva. Oui, au bout de quelques années, parce que quand même, on ne voulait pas s'engager comme ça sur un coup de foudre. Étiez-vous déjà chirurgien quand vous vous êtes marié?
Non, Non. non. On s'est mariés quand j'ai commencé mon cours de chirurgie. Donc, votre épouse J'étais a médecin. été femme d'un étudiant, là. Elle a dû pratiquer la Oui, patience. oui, mais puis- elle était avisée par sa mère, je pense, Ah oui? parce que son père était médecin. Mhm. Fait que, elle savait que faut mettre de l'eau dans son vin pour le temps qu'on peut passer avec son mari. Mais apparemment que le vin a été très bon, puisque Oui, vous le buvez oui. encore ensemble aujourd'hui. Oui, oui, puis on apprécie bien un bon vin. Alors là, avec avec Ghislaine, Oui. vous mariez, vous avez 4 enfants, m'avez-vous dit? Oui, c'est ça. Parlez-moi un tout petit mot de vos enfants, ils sont très importants dans votre vie. Oui, on s'est Vous avez parlé, oui, on s'est mariés, on était à Québec, j'étais résident encore. Et puis nos premiers enfants, on l'a eu nécessairement, notre premier, j'étais encore étudiant, alors on avait un petit logement, puis les beaux-parents n'étaient pas loin, alors on allait là assez fréquemment. Et je ne sais pas dans quel sens que je pourrais vous parler de mes enfants, là, mais... des garçons, des filles. Deux garçons, puis deux Deux filles. garçons, deux Deux filles, garçons, c'est deux filles. très équilibré. Espacés de quelques années. Parce que, ouais. Mais là j'ai un gros plat de résistance, docteur Lemire, parce que votre épouse et vous, là, vous êtes tous les deux des personnes qui aiment rendre service. Hein? Ah oui, oui. Vous m'avez parlé de votre épouse, on va d'abord commencer par elle, si vous le permettez. C'est impliqué, elle, dans plusieurs domaines. Surtout, quand on est arrivé, on avait quand même à élever notre famille. On était dans la paroisse Saint-Pédis. Et puis, les enfants allaient aux écoles. Jeune âge, on s'est impliqué souvent dans des mouvements paroissiaux. Pour moi, à ce moment-là, je me suis impliqué surtout avec la Chambre de commerce à vouloir développer un centre de parc-école. Ah, ça n'existait pas? De parc-école. Non, ça n'existait pas. J'en ai entendu parler pour dire pourquoi les écoles, on barrait les clôtures, on barrait les portes. C'était un bel espace, me semble, pour s'amuser pour les enfants. Oui. Et s'amuser ensemble, et non pas simplement dans des fonds de cours, ou bien non, tout le monde clôturé dans la sienne. Je pense que les enfants étaient habitués de s'amuser ensemble, puis former des groupes ensemble, et puis tout ça. Alors, on s'est impliqué beaucoup dans l'association récréative de Normanville, qui était notre paroisse, Saint-Pédis. Et puis, tranquillement, l'idée est passée du parc-école. Alors, l'école s'est ouverte pour l'organisation des patinoires, des petites danses le samedi soir, même si les nôtres, nos enfants, n'étaient pas assez vieux pour ça. Bien, il fallait mettre la main à la pâte avec les autres parce qu'il y avait des enfants dans la paroisse quand même qui étaient d'âge à vouloir danser, à vouloir avoir leur petite réunion du samedi soir. Alors, on s'est intéressé à ce mouvement-là pendant plusieurs années. Patinoire l'hiver et puis des jeux l'été. Et à mesure que les nôtres ont vieilli, bien nécessairement, ils ont fréquenté ces lieux-là. Ça s'est développé, la notion de parc-école, un peu partout. Mais on a eu à un moment donné les OTJ, là, je pense que c'était. Les OTJ étaient. C'est pas de la même famille, non, ça, les OTJ étaient commencés déjà avec le parc Pie-XII. Ah, dans Saint-Philippe. avant. Oui, dans Saint-Philippe. Ça datait un peu plus vieux. J'avais travaillé d'ailleurs comme gardien de piscine. Ah bon, déjà? À ce moment-là, quand j'étais étudiant au séminaire. Mais c'était un lieu où c'était loin. De toute façon, pour Saint-Pédis, c'était beaucoup loin. C'était bien loin pour aller jouer là. Alors, ça prenait jouer dans la place, dans son coin, dans sa communauté. Oui, puis c'était une sécurité pour les parents aussi. Alors, de là, elle s'est impliquée, Ghislaine, dans le mouvement aussi des parents professeurs, des parents écoles, de l'école. Et puis, elle était intéressée aussi par les arts, les mouvements artistiques, les quelques musées qu'on avait ici à Trois-Rivières. Parce qu'elle avait fait son cours en musique, elle était bachelière en musique. Et c'est ce que j'appréciais beaucoup. Parce qu'elle donnait une formation à nos enfants du côté musical, parce qu'ils ont tous passé par l'école de musique. Et quel instrument jouait-il incidemment? Le piano. Le piano. Êtes-vous pianiste, vous? Non. Moi, j'aimais bien le chant choral, mais pas le piano. Les talents. Je fais juste pianoter. J'ai fait des participations de chorale, par exemple, de la paroisse, là, j'aimais bien ça.
Mais elle s'est impliquée dans ça, surtout au mouvement artistique de la ville, là. Je me souviens plus du nom que ça portait, mais en tout cas, moi, je ne peux pas vous dire. Dans les tremplins aussi, les tremplins musicaux, elle s'est occupée de ça. Les tremplins qu'il y avait tous les ans là, pour les jeunes musicaux. Les miens ont participé aussi, mes enfants ont participé à ces concours. Donc, le tremplin musical. Un intérêt familial pour la musique, finalement. Oui, et puis encore aujourd'hui, beaucoup, parce que j'ai une de mes filles qui a sa maîtrise en musicothérapie. Bon. Elle fait de la thérapie par la musique. On rejoint votre domaine un peu. Ça, oui. Un peu. Et puis, vous m'avez parlé aussi, votre épouse, de la Corporation de Deux-Rives. Elle a travaillé là, oui, elle était sur le conseil d'administration de ça pendant plusieurs années. Ouais. Alors, on revient là au docteur. Elle a été directrice aussi au cégep. Sur le conseil, pas directrice, sur le conseil de direction du cégep lui-même. Oui, oui. Est-ce que c'était un travail, un contrat de travail, ça? Ou... Non, elle faisait comme administrateur, du conseil d'administration. Oui, conseil d'administration. Et là, vous deviez... Pendant quelques années. Oui. Ah oui, c'est un... Après ça, elle a fondé le cercle littéraire Lemire, qui fait partie des groupes littéraires, les salons littéraires. Ici à Trois-Rivières, oui. Et qui existe toujours? Oui. Groupe littéraire Lemire. Elle a fondé un cercle, là, à ce moment-là, oui. Et comment il s'appelle, ce cercle, aujourd'hui? Cercle Lemire. Toujours Cercle Lemire. Oui, mais ce cercle-là fait partie d'un autre, de beaucoup d'autres. Cercle Marché de Don, Cercle de Noncourt, tout ça. Okay, tout Ils ça forment groupe. Un cercle, il y en a à Sainte-Tech, il y en a un peu partout. Il faut que je retienne ma curiosité. Oui, Saint-Tite, oui, c'est ça. J'aurais envie de vous demander trop de choses, mais là, on revient chez vous. À un moment donné, vous travaillez au pavillon bourgeois, les adolescents, avec les adolescents. Mais là, on arrive dans le travail bénévole, là. Jusqu'à, ça a été dans les années 70 à peu près, là, oui. Puis là, ça va de pair avec votre carrière, vous travaillez et vous êtes impliqué en même temps. Oui, parce que c'est un service connexe, si vous voulez, là, un service de soir, un service de temps libre. Est-ce que c'était un travail de consultation? Est-ce que les jeunes... Non, c'était pas un travail de consultation. On a fondé un groupe, on a parti le pavillon des Forges qui s'appelait à ce moment-là le Carrefour des Vieilles Forges. Oui. Qui remplaçait un peu, si vous voulez, l'ancienne orphelinat. L'ancienne orphelinat, où ça appartenait à des pères et qui accueillait des jeunes de 5 ans, 6 ans, aller jusqu'à 12 ans à peu près, là. Et puis ils gardaient en orphelinat. Pour la définition de l'orphelinat dans ce temps-là, c'est que ces gens-là n'avaient pas de parents, ces jeunes-là. Et puis moi, je trouvais, en tout cas, à la suite de réflexion, ils étaient marqués un peu, ces enfants-là, pour le titre qu'ils avaient d'orphelins. Ils étaient un peu considérés comme des serviteurs, si vous voulez, un peu comme si c'était de seconde zone. C'était une tâche sur la société à cette époque. Oui, je trouvais ça non acceptable pour les temps dans lesquels on vit. Ces jeunes-là avaient le droit d'autant de se développer et d'être considérés comme n'importe qui. Et puis, pas de leur faute s'ils étaient orphelins. Non, c'était des êtres humains. C'est pour ça qu'on a parti un peu dans un autre système, des jeunes qui étaient peut-être un peu marqués, soit par la perte de parents, soit par une mère qui ne va pas en prendre soin, monoparentale, ou à la suite de perte des parents, de maladie ou autre. Il faut les recueillir, pour être capable de les faire vivre comme tous les jeunes de notre temps puis de leur temps. Alors, c'est comme ça qu'on a parti un peu le principe du Carrefour des Vieilles Forges, qui est devenu par la suite la continuité un peu qui s'est appelé le pavillon bourgeois. Monseigneur Bourgeois. Oui, en association. Bourgeois, tout simplement, oui, avec les autres jeunes qui étaient beaucoup plus jeunes, là, au point de vue... comment je dirais, les enfants qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas de soutien.
Alors là, vous qui démarrez... était par les sœurs dominicaines, oui. c'était les sœurs dominicaines à ce moment-là qui en prenaient soin. Et là, ça fait une nette différence de vie pour ces enfants, là, j'imagine. Ben, ils peuvent évoluer un Oui. peu comme tout le monde Oui. à ce moment-là, avec les Bien sûr. possibilités d'aujourd'hui Oui. de faire leur cours, puis de se développer, même réintégrer avec les commissions scolaires. Ils Oui. n'ont pas mis à part. Mhm. Hein? Oui, c'est très important. L'implication Oui. est Oui. importante avec aussi des gens qui sont qualifiés aussi pour en prendre soin. Oui. Hein? Oui, puis Pour c'est- les orienter, pour leur aider. Pour leur, Alors là, vous démarrez ce projet-là, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui Oui. à plein tube, si on peut dire. C'est ça. Et puis vous n'avez pas fini, là, on s'implique ailleurs. Hein? Vous avez les yeux Ben, ouverts, puis... selon les problèmes qui se posent, selon des fois des choses qui nous marquent, et, ce qui manque en quelque part, où on peut donner un peu de soi. Je me sentais bien dans ça, moi. Oui. On De faire ça. On parlait d'appels tantôt, là. Quels appels avez-vous eu? Vous en avez eu plusieurs, là. On va juste en prendre un pour commencer, le centre de bénévolat. Comment avez-vous mis les pieds, le premier pied, là, dans le centre, où vous êtes toujours, d'ailleurs? Ben, c'était, je sais pas, c'est un peu dans une continuité, je pense bien de service. Pour remplir sa vie, il ne s'agit pas juste de vivre ou de survivre, comme des crustacés. Il faut faire quelque chose dans sa vie. Je trouvais dans ma réflexion que moi, j'avais reçu beaucoup de la société, reçu beaucoup de mes parents, reçu beaucoup de mon entourage, et que j'en avais profité, j'en ai fait profiter ma famille, mais qu'il faut aussi redonner un peu, question de justice, ce qu'on a reçu, il faut le remettre, il faut le faire sentir à d'autres d'ailleurs. Alors, ce qui m'a amené à ça au centre de bénévolat, c'est quand je suis revenu à Trois-Rivières. Retraité, là, mais non inactif. J'ai dit, j'avais beaucoup d'idées. J'ai dit, je vais prendre ma retraite parce que j'étais rendu à un certain âge où je ne pouvais pas retourner en médecine pour rendre un service réellement valable. Et non plus en chirurgie, parce que je trouvais que ma dextérité n'était plus la même qu'elle était à 40 ans. Cela va de soi, c'est compréhensible. Hein? Alors, j'avais des idées, soit de voyager, soit de faire un peu du bricolage, un peu d'aventure, un peu de ça, mais c'était pas suffisant, C'était ça. pas comblant. C'était pas comblant, ça. Je pensais à moi dans ça. Je dis, on va avoir des belles années, on va voyager et tout ça, mais c'est humain. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas tout à fait ça, la vie. La vie, c'est une partie de ça, mais c'est pas tout ça. Alors, je me dis, moi, il y a quelque chose à faire. Je pense que je pourrais rendre service peut-être. Je vais aller au centre de bénévolat. Ah, comme ça, c'était le centre de lieu. bénévolat, il y a quelque chose à faire, Ouais. là, certain. Il y a des contacts humains, il y a du monde à voir, il y a sûrement du service à rendre dans lequel peut-être que ça serait intéressant de travailler. Alors, je me suis dirigé là, je vais faire mes services. Oh, ça faisait pas tellement longtemps. J'ai commencé à travailler, il y en avait besoin de chauffeurs pour les popotes. D'ailleurs, où j'ai rencontré une dame Moster à ce moment-là. Oui. Un petit Et passé. Mme quand Charette même. aussi, Oui. que je me souviens bien, puis que beaucoup d'autres. Et je trouvais ça agréable de travailler là. Maintenant, ça ne demandait pas tellement de choses, parce qu'à tous les 15 jours, je trouvais que je n'étais pas impliqué tellement C'était passé dans pour un service comme non. ça. À tous les 15 jours, mon C'est une travail petite était bien promenade. limité. Oui. Mais sur les entrefaits, il y avait un de mes amis, j'ignorais à ce moment-là, qui avait pris sa retraite, mais qui avait commencé à faire un certain travail aux artisans de paix. Et lui, son travail consistait à mettre sur pied les moissons. Les moissons, ce sont des banques alimentaires, un recueil des aliments qui sont pour se perdre, mais qui peuvent être redistribués par la suite. Juste une petite explication. Les artisans, spécifiquement, c'est différent des moissons. À ce moment-là, c'était impliqués ensemble. Ça marchait, Ils étaient oui. réunis ensemble. Là. Mais, parce que la moisson à Trois-Rivières existait ailleurs, comme à Québec, Montréal existait, mais à Trois-Rivières, on l'avait joint aux artisans de paix. Alors, les artisans de paix avaient fonction de nourrir les gens qui en avaient besoin, ceux qui manquaient de nourriture,
dévêtir, et puis de prendre soin des gens qui étaient sinistrés, leur fournir des meubles ou autres. Alors, une partie de ça, c'était l'alimentation, les tabliers populaires, et puis les paniers, ce qu'on appelle les paniers, la distribution de la nourriture qu'on donne là, pour les gens qui demeurent chez eux. Alors, il y a un de mes amis qui était là, Dr Gabriel Gascon, qui est dentiste, qui avait pris sa retraite, et puis on lui avait confié cette tâche de mettre sur pied ce service-là. Mais il lui manquait un peu, peut-être, de l'aide au point de vue administration, parce qu'il n'avait pas la formation. Projet. Alors, lui, il fait appel au centre de bénévolat, puis comme j'étais là et je connaissais le directeur général, dit « Docteur Lamy, je pense à lui, il a fait de l'administration, lui, pendant qu'il était à Québec, à l'hôpital de Valcartier. Peut-être qu'il pourrait te donner un coup de main. » Je voyais en parler. Alors, Mme Catelier me demande, elle dit, je ne sais pas si tu pourrais répondre à cette demande. Je dis, qui ça? C'est quoi ça? Alors, elle me nomme le dentiste Gascon. Bien, je connais très bien. Elle dit, il aurait besoin d'aide pour partir un service de Par façon... hasard, oui. Bien, j'ai dit... Ouais, je vais aller lui rendre service. Oui. Je serais bien content de le rencontrer. Alors, c'est comme ça que je me suis impliqué avec lui là, pour mettre sur pied un peu Moisson-Mauricie au point de vue. Et le résultat final de votre implication à deux, là, ça donne quoi aujourd'hui? On a eu quelques petits problèmes à un moment donné. Question d'administration. On ne voyait pas ça du même œil avec le directeur général des artisans. Alors, on s'est retiré un peu de ce mouvement-là, mais on l'a reparti de nouveau, mais séparément, comme ça existait à Québec ou à Montréal ou ailleurs. Parce qu'il y avait déjà, à ce moment-là, 6 ou 7 moissons qui s'étaient développées, soit en Estrie, soit au Basse-Laurentide, et tout ça. Alors, pour fonctionner avec de nos propres moyens, et je pense que ça a bien été depuis ce temps-là. Puis, Moisson commence à être bien connu je pense que dans la région, ça roule. Parce qu'ils desservent, je suis encore dans l'organisation, on dessert plus de 85 organismes. Oui, c'est une grosse C'est ça, de la Tuque à Victoriaville, Drummondville, puis Sainte-Anne-de-la-Pérade, aller jusqu'à Saint-Barthélemy. Ça prend pas mal de coordination. Est-ce que ce sont tous des personnes bénévoles qui travaillent à Moisson? Non. Au début, ça a été surtout des personnes bénévoles. Mais vu l'ampleur du travail à faire et le développement que cela a pris, nous avons commencé à avoir des programmes, soit des programmes Québec Travail, des projets, des projets gouvernementaux qui permettaient à des gens qui étaient sur le bien-être de travailler et de se valoriser en disant, ben moi, mon chèque d'argent, je le gagne. Hein? Alors, je pense que ça s'est développé un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a environ 21 emplois qui sont créés par Moisson pour desservir justement l'organisme. Oui, en fait, ça vient en aide de bien des façons. Hein. Oui. Alors, avec un directeur général et puis mais si c'est à temps une implication plein, de bureau. Moi, je me suis impliqué dans ça surtout au point de vue organisation du bureau, au point de vue de l'administration. Mais là, vous étiez... Ça va bien. C'était une de vos spécialités, de vos nombreuses spécialités. Bien, c'est ça. Je ne pensais pas que ça pourrait me servir comme ça quand je suis allé là-bas. Je pensais que c'était surtout pour l'enseignement et puis l'organisation, transmettre un peu ce que je connaissais en chirurgie puis en urgentologie. Mais ça s'est développé aussi dans un autre sens. Et on ne sait jamais quand on propose ces services, bien souvent. Mais présentement, vous êtes toujours dans le conseil du centre d'administration. Oui, je m'occupe encore du centre de bénévolat. J'ai l'honneur d'en être le président, fait que ça occupe beaucoup de mon temps. Bon, alors, Monsieur le Président, pourriez-vous me brosser en quelques minutes là, un bref tableau des activités aujourd'hui, en 1995, que nous offre le centre de bénévolat dans la région, ici? Oui. Alors, le centre de bénévolat commence à prendre pas mal de place parce qu'on a fêté l'an dernier 25 ans. Oui. Alors, vous avez vu ça probablement sur les journaux. Il y a des services, surtout le service principal sur lequel les gens ont tablé, ça a été les popotes d'abord volantes, et puis on a changé le nom, après ça en roulantes. Il y a actuellement, je pense,
6 ou 7 popotes indépendants dans différents quartiers, différentes villes, comprenant Trois-Rivières, comprenant le cas de la Madeleine, Saint-Louis-de-France. Des servants chacune à une vingtaine de personnes, peut-être? À peu près, oui, à peu près. Mais pour desservir une vingtaine de personnes, ça prend à peu près 60 bénévoles. Oui, oui. Vous connaissez le problème. Ça prend des cuisinières, des acheteuses, des gens qui vont distribuer la nourriture, ça prend des chauffeurs, ça prend beaucoup de monde. Et ça, 50 semaines sur 52. Il n'y a pas question de 2 mois de vacances. Tout le monde, il faut qu'ils mangent 3 fois par jour. Oui, oui. C'est ça. Alors ça, c'est pour la popote volante. Il y a d'autres services? Il y a d'autres services. Il y a les services, entre autres, l'accompagnement à la cour, qui a été créé il y a quelques années, qui va être très bien apprécié aussi, parce que ça aide aux gens à enlever cette anxiété qu'ils ont quand ils ont un appel à la cour. Pour toutes sortes de raisons, soit divorce ou autre, ils doivent passer devant les juristes. Et puis, dans un milieu ça donne inconnu, toujours une certaine anxiété et tout ça. Alors là, des bénévoles accompagnent. Ça prend des bénévoles à accompagner. Il y a aussi un service qui est peut-être un peu moins connu dans un sens, c'est que les gens sont moins connus. Ceux qui font le bénévolat dans ça, c'est le télécoute. Ah oui. Le télécoute, ça demande aussi une assez bonne préparation psychologique. Vous avez des gens qui téléphonent pour toutes sortes de raisons. Alors, ça prend un équilibre. En crise, généralement. Oui, un équilibre. Vous avez aussi des accompagnements des grands-mères, des grands-mères à domicile qui ont besoin des fois de visites pour combler un peu leur solitude, mais partager un peu de l'amour puis de l'amitié. Vous avez... on commence à regarder l'accompagnement des gens de retour d'hôpitaux à domicile. Aussi, oui. Ça se développe beaucoup parce qu'il faut envisager que, surtout avec les services d'un jour, d'une journée, qu'il y a des gens qui vont avoir besoin, en retournant à la maison, les frigidaires ne sont pas toujours pleins. Et les autres services, pour vivre dans une maison où on ne peut pas faire tout ce qu'on faisait avant, ça prend du monde. C'est un peu en relation avec les services du CLSC, mais les services du CLSC ne peuvent pas combler tous ces déficiences-là. Mais ce n'est pas remplacer le CLSC, par exemple, dans des travaux qui doivent être faits par des gens qui sont un peu spécialisés dans ça. Soit faire le ménage, soit donner le bain aux malades, tout ça. C'est des services qui sont adjuvants. Oui, mais qui sont bien utiles. Hein? Il y a aussi le service de transport. Le service de transport, lui, c'est d'accompagner les gens ou déconduire des fois quand les gens invalides ou par leur âge ou par leur santé doivent se rendre à des rendez-vous de bureau de médecin ou à l'hôpital pour des examens ou autres. Bien des besoins différents, puis bien des services aussi, Monsieur le Président. Combien de bénévoles avez-vous inscrits, sont inscrits pour la région? Il y a au-dessus de 1000 bénévoles inscrits dans la région, de gens qui offrent leurs services à certains niveaux pour subvenir à ces besoins-là. Ça me laisse rêveuse, moi, toutes des personnes qui œuvrent dans l'obscurité, chacun son petit travail, puis ça fait une œuvre immense au bout du compte. Oui, c'est des gestes qui sont gratuits, des gestes d'amour, dans le fond, parce que ces gens-là ne sont pas obligés de faire ce genre de service-là. Ils le font des fois pour des raisons personnelles, parce que pour eux autres même, ça les comble. Ça les comble parce que ça remplit un certain besoin de solitude, qui eux autres mêmes n'en souffrent, sans s'en rendre compte tout le temps. Mais ce sont les premiers bénéficiaires quand même. Alors, Dr Lemire, il nous reste à peu près 5 petites minutes. Moi, je ne voudrais pas terminer sans évoquer vos études actuelles, parce que vous êtes retourné aux études. Poussé par quelle motivation? Vous avez entamé un cours de psychologie? Moi, je suis chrétien, d'abord. Théologie, et puis il y a une transformation qui se fait dans la vie de quelqu'un, nécessairement. On se pose des questions. Quand on est rendu à une période qu'on appelle la retraite, même si j'aime pas tellement le mot retraite, je voudrais pas me considérer comme comme une personne qui se met en retrait des autres. Non. Je veux continuer à vivre avec les autres. Alors, c'est pour ça que j'aime pas tellement le mot retraite. Mais on se pose des questions. On se pose des questions sur qu'est-ce que c'est qu'on fait dans la vie, qu'est-ce que c'est qu'on a fait dans la vie. Pourquoi on a agi de telle façon?
des fois, on peut pas répondre exactement à la question. C'est la même chose comme une émission, comme vous animez comme ça, vous posez des questions sur notre vécu. C'est bien embêtant, notre vécu. Moi, je voudrais pas être ici comme la tête d'affiche et vous dire, ben gardons ça et se vanter. C'est pas tellement dans ça que j'ai accepté d'abord. J'ai accepté pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage que, quel que soit l'âge qu'on a, je pense qu'on a quelque chose à faire. On a un service à rendre. Et c'est en rendant ce service-là, c'est ça qui peut nous rendre heureux. Je pense qu'étant tout seul dans notre coin, à lire ou à voyager, pour nous-mêmes, ça ne nous comble pas, ça ne remplit pas l'impression de vide qu'on peut avoir en nous, des fois. Cette plénitude de notre être qu'on veut avoir, je pense qu'il faut aller le chercher chez les autres. Chez les autres. Chez les autres. Et le meilleur moyen, je pense que c'est dans le service. Là, pour moi. Oui. Parce qu'il y en a d'autres que, peut-être, dans la contemplation de quelque chose, avec un tempérament artistique, ben, de se complaire, avoir des belles choses, essayer de les reproduire, essayer de les rendre, pour que les autres puissent aussi les admirer, c'est une autre forme. Mais pour moi, c'est pas ça qui répondait le plus à mon besoin. Mon besoin, c'était d'être avec les autres. D'être au service des autres. Mais là, votre cours spécifiquement, là, votre cours de théologie, vous l'entreprenez, pourquoi? Vous n'avez pas beaucoup... C'est un peu dans ce sens-là aussi. D'abord, pour répondre à certaines questions, d'approfondir un peu ma foi, parce que je trouve que la foi, j'en ai pas beaucoup. Mais je me le dis que je l'ai, mais je voudrais un peu plus l'approfondir. Et comme je suis croyant, je crois en Jésus-Christ, je pense que ma fin, ma finalité est en lui. Et je vais essayer de comprendre de quelle façon je pourrais l'approcher le plus. Mais pour redonner à d'autres aussi la joie que ça me procure. C'est toujours dans ce but-là, vous allez chercher pour redonner. Madame a-t-elle pris elle aussi un cours de théologie? Non, pas nécessairement, mais elle fait du service, elle, actuellement, là, elle fait, disons, de l'aide à corriger des devoirs dans la paroisse pour des jeunes qui sont un peu en difficulté, peut-être. Une autre forme encore. Une forme de service. Vous avez beaucoup d'imagination, tous les deux, hein? Bon, je ne sais pas si c'est de l'imagination. En tout cas, ça se traduit de façon très on est heureux de cette façon-là. Et puis, je pense que quand on se couche le soir, bien, avec la petite prière, des fois qu'on peut répondre, des fois, c'est seulement 2 mots. Hein? La prière n'est pas bien longue pour moi, je m'endors vite. Mais là, vous illustrez pour moi une parole de l'Évangile, tant pis pour votre modestie. Là. À celui à qui il a été donné beaucoup, il sera beaucoup demandé. Je pense que c'est un peu votre image. J'espère qu'on va essayer d'en donner le plus qu'on peut. Bon, bien sûr, sur ce bel espoir, Dr Lemire, merci d'avoir été avec nous puis d'avoir accepté de partager votre cheminement. Merci beaucoup. Le Dr Lemire était notre dernier invité de la saison. Je vous remercie d'avoir été avec nous.